C'est un véritable plaisir de retrouver notre dégénéré préféré. The Boys, saison 4, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers parce que vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Je vais pas vous faire un synopsis de The Boys parce que je pense que vous connaissez déjà et j'ai pas envie de revenir dessus. Et j'ai quand même envie tout de même de faire une partie sans spoiler. Peut-être pour les gens qui n'ont pas continué la saison 3. Peut-être pour les gens qui se posent une question sur la qualité de cette série avant de la regarder eux-mêmes ce soir ou cette semaine. C'est important de faire un avis rapide. Et j'ai envie de préciser aussi une chose, vous n'avez pas besoin de regarder Gen V. Il y a une référence à Gen V dans ces 3 premiers épisodes, mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez quand même regarder The Boys sans avoir vu la série spin-off, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, il faut quand même parler de la série. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de soutenir la chaîne et c'est aussi un service super utile. Vous allez changer toutes vos bibliothèques streaming d'une manière assez folle. C'est simple, prenez un VPN au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse ou n'importe quel autre pays, surtout ces derniers pour avoir la VESTFR et la VF, mais beaucoup de pays européens l'ont. Votre catalogue va doubler avec toutes les nouvelles œuvres sur tous les films qui seront disponibles. Quelques exemples, sur Netflix est disponible Madame Web, si vous voulez vous marrer du nanar, mais par contre de l'autre côté un excellent chef-d'œuvre de blockbuster Godzilla Minus One, la sympathique rom-com Tout sauf toi ou la super série Scavenger Reign. Sur Disney+, vous avez déjà 2 chefs-d'œuvre qui sont sortis cette année, Sans jamais nous connaître et Pauvres créatures qui sont vraiment très bien. Et sur Max, vous avez déjà l'excellent Iron Claw ou même Dune 2 qui est déjà disponible. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. YouTube Premium, c'est trop bien pour avoir pas de publicité de une et surtout écouter YouTube en mode podcast. Beaucoup d'entre vous le font déjà. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne qui l'a pour moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie ou même au-delà, Turquie, Argentine, Pakistan, Inde et ça change complètement votre consommation de YouTube. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne totale. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, en quelques clics, tout le monde peut le faire sans aucun effort. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je sais que beaucoup de personnes seront encore une fois énervées pour plusieurs raisons. Parce que j'adore The Boys depuis le début. Vous le savez, j'ai critiqué toutes les saisons depuis le début. J'adore The Boys. C'est pour moi la meilleure série de super-héros de tous les temps, de loin. Mais en ce moment, en France, il y a pas mal de choses qui sont un peu délicates politiquement et j'ai pas envie de parler politique dans mes vidéos. Vous le savez, hein. J'en parle rarement, sauf quand c'est nécessaire, sauf quand l'œuvre en question, l'actualité en question en parle. Là, je donne mon avis parce que je pense que c'est intéressant pour les gens d'avoir mon avis. Maintenant, aujourd'hui, The Boys est l'une des séries les plus ouvertement politiques avec aucun brin de subtilité et il faudra reparler politique. Surtout cette saison 4 qui s'ouvre littéralement sur de la politique. Sans vous spoiler évidemment, ça commence avec une chanson antifasciste, anti-monarchique d'ailleurs, sur un drapeau américain à une réunion électorale trumpiste. Donc on est clairement dans la politique et c'est le but de la série, mais c'est que le premier épisode. Après pour le coup ça en parle beaucoup moins, je trouve, mais il faudra en parler. Voilà. J'ai fait une vidéo sur The Boys à l'époque en disant qu'Homelander était Trump et c'est la vérité, Homelander est Trump et c'est le but de la série et plein de gens m'ont dit non, c'est pas qu'une critique de l'extrême droite dans cette série, et bien la vérité c'est que non, c'est pas que ça, mais c'est majoritairement que ça, et les créateurs, surtout le créateur, Eric Kripke, en parle souvent. Il le dit lui-même, hein, c'est une série woke, ses propres mots, hein. Ça critique l'Amérique trumpiste, l'extrême droite dans le monde. Si vous n'êtes pas content, partez, c'est lui-même qui l'a dit. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être un peu dans le déni, même si ça critique d'autres choses, on va en parler dans cette vidéo. Mais c'est là que moi j'arrive à un petit souci tout de même, c'est que Eric Kripke, je trouve qu'il se repose un peu trop sur ses lauriers, c'est-à-dire que oui, The Boys ça cartonne, tant mieux, l'une des plus grandes séries Amazon et ça parle beaucoup politique, mais je trouve que justement il y a une sorte de fainéantise scénaristique qui a eu lieu ces dernières années parce qu'il pompe trop de l'actualité américaine. Il pompe tellement tout ce que fait l'extrême droite américaine au point où ça devient pas inintéressant parce que c'est intéressant de voir ça en série, mais c'est du déjà vu si vous suivez un peu l'actualité américaine, quoi. Ces moments scénaristiques qui prennent dans l'œuvre sont des choses qui sont arrivées aux États-Unis et qu'ils utilisent. Il y a des références à Jeffrey Epstein, il y a des blagues un peu sur le Star System et Pete Davidson, mais bon, ils prennent beaucoup de la réalité et je trouve qu'à certains moments c'est un peu facile. Donc scénaristiquement, je vais critiquer un peu la facilité du scénario à certains moments, où là, on a même dépassé le stade d'inspiration, où on prend littéralement des choses de la vraie vie, où on les adapte au genre, sans beaucoup les adapter non plus. Mais c'est une critique qu'on pouvait déjà faire à la saison 3, et ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Par contre, en termes d'ambiance, c'est la même, hein, c'est les The Boys que vous connaissez, cette ambiance classique rock slash pop qui apparaît constamment, hyper énergétique en termes de mise en scène, même s'il n'y a pas beaucoup d'idées, pour le coup, il y a quelques trucs sympas en termes d'action, je trouve, où ils montrent pas toujours les combats, quelques petites idées, mais bon, en mise en scène, ça reste simple, mais il y a cette énergie
l'énergie. Ce rythme, ça va vite. Même si l'épisode 1 est vraiment des montagnes russes, de l'adrénaline et tout, les deux d'après sont un peu plus lents. Mais ça, on va parler surtout en spoiler. Mais c'est le Boys que vous connaissez. Le côté un peu sexuel, dépravé, dégénéré, le côté violent qui est là. Mais à ce stade, au bout de la 4e saison, je sais pas vous, mais ça me fait plus rien au final. Je sais ce qu'ils peuvent faire. Ouais, tu vois, ça fait 3 saisons. La dernière saison, on a vu un énorme pénis être chevauché par quelqu'un, puis un autre pénis exploser. Bref, je sais ce que ça fait de Boys maintenant. Même s'il y a des trucs un peu choquants ici, ça me fait plus rien. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, mais juste ça n'a plus l'impact que ça avait auparavant. Et c'est ok. Et je suis content qu'ils soient pas en train de se pousser à fond à faire les choses les plus dégueulasses possibles juste pour le dégueulasse, parce que je pense que ça n'impressionne quasiment plus personne. Et puis il y a les mêmes choses que vous connaissez d'habitude. Il y a plein de passages en musique super sympathiques. Il y a tout ce qui tourne autour justement des The Boys, mais on a un peu perdu la critique des médias. Vous savez, à l'époque, The Boys était aussi une critique, je trouve, du Star System, des médias, des franchises et tout. Mais là, ils ont un petit peu arrêté. Là, ils se focus vraiment sur l'extrême droite. Ils parlent que de ça, et je trouve que ça a perdu un petit peu en diversité. Et lorsque ça parle des choses qu'on connaissait déjà avant, ça tourne en rond, c'est des redites. Et c'est un peu le souci que je vois avec The Boys pour l'instant, et je suis content qu'ils aient annulé la série. Il y aura une 5e et dernière saison, parce que déjà que ces 3 épisodes-là, beaucoup des intrigues que tu vois, tu dis ok, ça je connais. Ça, j'ai l'impression que c'était dans la saison 1, saison 2. On tourne en rond constamment, je trouve. Pas avec tous les personnages, hein, je précise, mais je trouve que ça manque d'inspiration. Je trouve qu'on a atteint un stade où The Boys ne me surprend plus beaucoup. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, hein, j'aime beaucoup la série, mais tu vois qu'elle perd un petit peu en énergie, et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce que j'ai vu là, quoi. Et je trouve que c'est peut-être le début le moins impactant des 4 saisons. Genre à chaque fois, ils ont diffusé 3 épisodes, et c'est celui qui m'a le moins surpris. Parce que bon, critiquer les podcasteurs d'extrême droite américaine en boucle constamment, reprendre les mêmes idées constamment, c'est pas toujours la chose la plus intéressante. Ils ont pu mettre leur petite collaboration type Mortal Kombat dans l'œuvre, ok, très bien. Et même si narrativement, ça veut se focus un peu plus sur les personnages, et tant mieux, parce que je trouve que la critique, à partir d'un moment, bah, elle tourne en rond aussi. Pour les personnages aussi, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Mais au moins, on n'est plus vraiment sur la même intrigue où il faut tuer Homelander, ce qui est bien. Ils ont un petit peu changé pour le coup, ce qui est pas mal. Mais en termes de décor, bah, c'est toujours au point. Surtout le premier épisode, il a beaucoup plus de budget. Ceux d'après, un peu moins tout de même. Les acteurs sont toujours géniaux, tous pour le coup. Je trouve qu'ils font tous un excellent travail. L'alchimie entre les personnages est réussie, leur dialogue, leurs interactions. Non, ça c'est top. C'est juste quelques intrigues où je me dis, ok, pourquoi est-ce que je regarde ça? Ça ne m'intéresse plus. Ou alors ça m'intéresse pas du tout. Pour conclure, c'est bien, je dirais même que c'est très bien, mais tu commences à voir un petit peu les limites. Tu vois un peu les limites de l'inspiration, tu vois un peu les limites des personnages, et tu vois que cette saison 4, on dirait vraiment la dernière saison. En tout cas, la manière dont ça commence, t'as l'impression que c'est la fin et qu'ils vont s'arrêter ici, même si on sait qu'il y aura une 5e saison. Même si j'ai été extrêmement diverti, j'ai un petit peu peur pour la suite de la saison. J'espère qu'ils ont gardé leur plus grosse cartouche pour les épisodes qui viennent, parce que pour l'instant c'est bien, voire très bien, mais je pense que celle-ci va aussi fasciner un peu moins que d'habitude. Heureusement qu'il y a des intrigues qui carrient encore la série, hein. Donc je vous la conseille évidemment, mais je suis quand même un petit peu inquiet, même si j'ai été très diverti. Foncez dessus, et nous maintenant on va passer en spoiler. Là où je suis un petit peu déçu, c'est la manière dont les boys ont un petit peu perdu leur énergie. C'est-à-dire qu'il y a cette blague sur MM qui est là, qui a perdu du poids, ils font des blagues sur le fait qu'il a pas assez mangé, mais MM c'est un personnage intéressant parce que là il prend un peu la responsabilité de leader, et c'est lui qui veut dominer, et il n'y aura pas vraiment cet enjeu démocratique qu'il y avait à l'époque. C'est lui qui décide tout, et c'est aussi les gens qui vont commencer à moins l'écouter. Et je trouve que justement l'intrigue de MM est intéressante par rapport au fait qu'il veuille continuer à faire le travail d'une bonne manière, même s'il faut mettre ses amis de côté. Et je trouve que l'intrigue de Butcher est intéressante aussi justement par rapport à ça, parce que tu vois qu'il est en fin de vie, et je pense que Butcher va y passer ou doit y passer lors de cette saison, parce qu'on peut pas faire 2 saisons sur un gars qui va bientôt mourir. Enfin, c'est bon quoi. Il est malade, il perd la tête, il est mis en cause parce que justement il va plus très bien psychologiquement et on peut pas forcément lui faire confiance. Il essaie de vivre ces derniers moments avec son fils, entre guillemets. Il parle de son passé, de son frère, des choses comme ça. Tu vois qu'il y a une vraie nostalgie qui sort du personnage, et ça peut pas marcher pendant 2 saisons, et c'est l'intrigue que je trouve intéressante. C'est vraiment les adieux qu'on aura de ce personnage-là dans cette saison. La relation avec Jeffrey Dean Morgan, qui est évidemment un connu de Rick Kropke, hein, le showrunner, parce qu'ils ont joué tous les deux dans Supernatural, donc ils se connaissent, et là il arrive avec bien plus de succès qu'à l'époque, et la relation est un petit peu facile pour l'instant. T'as l'impression que c'est juste un gars là qui vient aider scénaristiquement plus qu'autre chose, et j'espère que ça va être bien plus développé que juste quelques apparitions à droite à gauche. Parce qu'avec MM, c'est les seuls des boys que je trouve ont une intrigue pour l'instant qui peut bien se finir. Leur amitié, rivalité est surtout intéressante aussi, parce que c'est là qu'il y aura du conflit, un peu de choses moins manichéennes, mais le reste pour l'instant, Kimiko qui essaie encore une fois de reparler des gens qui l'ont kidnappé, de s'occuper du trafic d'enfants et tout, je suis désolé, mais c'est du déjà vu. La manière dont il trouve justement ces criminels et cette personne-là, de manière assez simple, c'est du déjà vu, une petite facilité, ça m'intéresse plus vraiment. Il y a un parallèle qui est intéressant, surtout avec la fille Zoé au début, qui est aussi, elle, une enfant sup, et qui vit pas forcément la meilleure vie, donc elle se reconnaît un peu en elle, mais Kimiko, mis à part prendre cher dans cet épisode-là, m'intéresse pas vraiment. C'est comme Frenchie, j'ai l'impression qu'on tourne encore une fois en rond. Frenchie, drogué, alcoolique, il vit avec ses problèmes du passé, il arrive pas à tourner la page, et encore une fois plus traumatisé. C'est une histoire qu'on a déjà vue, quoi, et c'est moins intéressant, la relation avec Kimiko est moins puissante.
intéressante parce que justement là il est allé voir ailleurs. Je savais pas que Frenchie était bi d'ailleurs, mais bon, c'est une intrigue qu'ils ont rajoutée parce que justement il y aura cette relation où il est avec une personne dont il a tué des proches. Il commence à mal vivre ce qu'il a vécu, à se droguer et tout, mais moi c'est pas la chose la plus intéressante et dès que je voyais ces intrigues, je voulais limite passer à autre chose. Alors je l'ai pas physiquement passé évidemment, hein, jamais, mais c'est pas celle qui m'a le plus intéressé. Et pareil pour Yui. Yui, t'as vraiment l'impression qu'il savait pas à quoi lui donner à faire, comme beaucoup des personnages de cette saison, et lui ont dit ok bah ton père il est malade, retour de Simon Pegg, super, ta mère elle est là, ta mère elle est homéopathe avec Vought, elle explique pourquoi elle est partie, sa dépression, des choses comme ça. Ok c'est pas mal, mais on s'en fiche un petit peu, non? Pendant ce temps, sa relation avec Starlight est complètement mise de côté. Starlight qui est censée être une leader qu'on voit à peine, leader de paix, forcément qui a peut-être même des traîtres au sein de son entreprise. On voit un mec regarder un moment un podcast d'extrême droite, on sait pas s'il est là pour analyser ou juste s'il commence à être un peu gangréné par ses idées. Starlight, mis à part le côté personnel qu'ils lui ont donné à cette histoire, le fait qu'elle était une harceleuse quand elle était plus jeune, le fait qu'il commence à un peu mieux maîtriser ses pouvoirs, bah le côté leader, j'ai du mal à le voir pour l'instant. Et c'est pas non plus l'intrigue qui m'a le plus intéressé. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au fait que les boys commencent à utiliser des techniques de plus en plus violentes, même s'ils essayent de pas le faire, ce qui les rapproche idéologiquement de leur ennemi. Et il y a une phrase assez intéressante, c'est que le fameux fan d'Homelander qui se fait tuer, et tu dis ok t'es content, ce mec se fait tuer, mais MM dit quand même s'il ne l'aimait pas, il était innocent. Et ça c'est intéressant parce que c'est un peu le sujet de cette saison 4, c'est la manière dont c'est pas la faute des gens, c'est la faute des politiques, c'est la faute des gens qui manipulent ces gens. Il dit pas que les gens ne sont pas tous coupables hein, par rapport à leurs idées, des choses comme ça, mais il y a une sorte d'acceptation du fait que des gens seront extrêmes, mais qui méritent pas d'être punis, eux. Les gens qui méritent d'être punis, c'est les extrêmes qui, eux, manipulent ces gens-là. Et c'est un truc que je trouve intéressant et que j'ai toujours dit, justement, il y a des gens qui peuvent encore être sauvés, pour le coup, certains, et qui n'ont rien fait de mal, juste ont été gangrénés par un statut, par une violence qui existe là. Ça, on va en reparler après. En tout cas, même si je suis critique des boys, l'arrivée de Sage fait quand même assez plaisir. J'aime beaucoup son pouvoir, qui est l'intelligence, parce que tu vois une sorte de tristesse en elle. C'est un peu le cliché de la personne la plus intelligente qui voit tellement de choses qu'elle est devenue cynique, qu'elle est devenue méchante, au point de plus croire en l'humanité, au point de juste faire ce qu'elle veut pour un peu d'excitation, de plaisir, à voir si elle manipule de Deep ou à voir si elle cherche vraiment un contact. C'est une mauvaise personne et tu te demandes vraiment pourquoi au final. Est-ce qu'elle est vraiment mauvaise? Est-ce qu'elle pense qu'elle est mauvaise en tout cas ou est-ce qu'elle fait juste quelque chose d'après elle qui est pour un défi? Ses motivations seront intéressantes. Je trouve que l'actrice fait un bon travail, elle est assez charismatique, elle vend bien le truc et ça crée une alchimie surtout avec Homelander qui est intéressante parce que c'est la seule à lui faire face. Et la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'elle est vraiment là pour assister les 7 ou est-ce qu'elle est là pour prendre aussi le pouvoir? C'est une question qu'on va avoir plus tard, mais ce que j'aime beaucoup dans cette saison c'est qu'il continue à créer de la pitié pour des gens qui sont généralement méchants. De Deep par exemple, facilement manipulable, sexiste, misogyne, bête. Il critique d'ailleurs une femme hystérique à un moment parce qu'elle a des accusations envers lui. C'est un peu le cliché de l'homme fragile. En même temps, tu vois qu'il est mis là contre son gré. Tu vois qu'il est là dans un monde dans lequel il veut pas vivre et il veut juste être avec son poulpe et vivre dans l'océan. Et ça fait un peu de la peine. Encore une fois, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, qui il est, mais tu vois qu'il a accepté son statut d'homme un peu raté et c'est là qu'il va devoir accepter son nouveau statut de confiance et gagner justement confiance en lui pour ensuite faire face à, j'imagine, à Homelander. Et ce sera ça un peu l'histoire, je pense, de cette saison 4, c'est que les 7 vont enfin se retourner contre Homelander, tous un par un. Alors qu'ils n'ont pas forcément envie, mais c'est ce système-là qui les a broyés et Homelander qui les a broyés. Pareil pour A-Train, tout ce qu'il veut faire, c'est retourner dans son quartier et ne pas jouer dans des films à la con du type Blindside avec Will Ferrell. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre sa vie paisiblement, s'excuser de ce qu'il a fait, c'est aussi pour ça qu'il commence à trahir Homelander. Pareil pour Ashley, elle a compris qu'elle est remplaçable et que son temps est arrivé si elle continue comme ça. Elle doit partir et elle va aussi sûrement trahir les 7. J'aime bien justement le changement d'attitude des 7 qui sont plus intéressants maintenant que les boys et qui sont la vraie menace entre guillemets pour Homelander. Et là arrive aussi un petit peu Noir. Tu dis ok, ils ont mis un acteur dedans pour dire que Noir est encore vivant, mais je trouve que c'est un comic relief pour l'instant qui marche pas très bien et j'espère qu'il sera un petit peu développé cet acteur-là et pas juste une blague comme ça. Et c'est là qu'on arrive à la critique politique pour le coup, sans parler de la scène du début avec la musique, les drapeaux et tout, on est clairement dans un univers d'élections trumpistes, on le voit avec leurs différentes méthodes, les méthodes de l'extrême droite de manière générale un peu partout dans le monde. Homelander, lui, premièrement, pour la première fois, je crois, la série commence à parler un peu comme un nazi, c'est-à-dire qu'avant il était un peu contre le génocide blanc, le suprémacisme blanc, mais là il commence à parler des humains comme des cafards, c'est un lexique nazi, hein, évidemment, les vermines. Il y a même une scène où il parle de mettre des humains dans des camps, voilà, c'est le lexique nazi, encore une fois. Et c'est intéressant parce qu'avant c'était pas le cas, et lui il parle pas des blancs, évidemment, lui il s'en fout, mais il parle des humains. Il pense qu'il a un stade différent d'évolution, parce qu'en vrai il l'est, et il commence à devenir un peu un suprémaciste de plus en plus de sa propre race. Et c'est là qu'une guerre raciale va se lancer, qui divise le peuple, et eux ils ont la vraie race dans le monde, les humains, les non-humains, les sup quoi. Il devient un peu un cliché de ce qu'il voulait éviter de plus en plus, mais il se bat pour les mutants, entre guillemets, pour les sup. En plus de faire des blagues assez gênantes sur des ados, ou même pas des ados, des pré-ados qui pourraient coucher ensemble, et sexualisent d'ailleurs beaucoup les enfants, c'est des techniques qui sont assez intéressantes parce que justement là ils utilisent des personnes qui sont publiquement violentes, que le parti méprise et utilise, avec une violence secrète. Et c'est un peu le truc, c'est que beaucoup de ces gens-là, et ces
partis d'extrême droite sont extrêmement violents secrètement, mais essaient de garder bonne image à l'extérieur et en ne montrant aucune violence. Mais justement, leurs idées créent de la violence et les utilisent eux-mêmes, entre guillemets, secrètement. Le symbole, il est là. Lorsque les gens tuent pour applaudir, bah eux, ça leur fait plaisir, mais ils peuvent pas montrer que ça leur fait plaisir. Ils peuvent pas s'associer à des gens violents. Ils doivent garder leur image de personnes non violentes. Les opposants politiques de l'extrême droite, ce sont des pédophiles, visiblement. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. On le voit avec un mec qui veut justement chercher des enfants et les sauver des pédophiles. Ils sont à un stade où ils sont en train d'intégrer l'opposant politique pour créer de la violence de leur côté et les faire porter le chapeau de la violence en disant ah bah non, c'est l'opposant politique, c'est pas nous, c'est eux. Et ils utilisent justement la même violence pour gagner en crédibilité. Et le symbole, il est dans la scène avec Victoria qui perd son pins USA après avoir reçu de l'acide sur elle. Encore une fois, vous voyez les boys qui utilisent des techniques de violence pour montrer à quel point la violence gangrène n'importe quel parti, entre guillemets. Et ce symbole-là, il est fort parce qu'en fait, ils s'en fichent des États-Unis. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le pouvoir avant tout. Ils s'en fichent du pays. Et c'est ça qui est important à comprendre. En plus de ça, Homelander est pas coupable alors qu'il a ouvertement été filmé par tout le monde et on le voit tuer quelqu'un en public. Ça ne change rien à sa vie. Je sais pas si on retournera au tribunal parce que ça me semble assez raté pour l'instant. On aurait dû voir un peu plus de la séquence. Mais tu vois aussi à quel point Homelander n'en a plus rien à faire. Il est en train de dire ce qu'il veut. Il veut un peu d'opposition, mais tout le monde lui lèche un peu les bottes parce qu'ils ont peur de lui. Et ça l'énerve. Mais il est au point de dire qu'il préfère le Texan qui tue des migrants. Et la police est en train de cacher le fait qu'il tue des migrants de manière illégale. C'est des gens qui veulent être sans foi ni loi, des gens qui veulent faire leur propre police et qui sont soutenus, mine de rien, par cet extrême. C'est typiquement le genre d'idée qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit de plus en plus en Europe. Et il y a un truc intéressant par rapport aux méthodes de l'extrême droite qui sont assez récentes dans tous les pays. On le voit, ça a surtout commencé aux États-Unis, mais c'est la manière dont ils utilisent le genre et l'orientation sexuelle pour s'attaquer aux gens. Il y a deux phrases qui sont intéressantes. Il y a une phrase en disant que les enfants seront opérés et vont devenir trans parce que c'est une menace, les opérations trans, visiblement dans la tête des gens. Ton gosse, il va être enlevé pour qu'on lui change de sexe. C'est aberrant. Et surtout, il y a une phrase de Homelander cette fois-ci qui dit arrêtez de vouloir soutenir des gens non binaires socialistes. L'identité de genre a été inclue maintenant dans le discours politique que je trouve assez intéressant. Et on le voit encore une fois aussi avec la musique de Noël à la fin. Maintenant, on n'a plus le droit de dire joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête parce que c'est woke maintenant, parce que la religion a disparu et des choses comme ça. C'est les méthodes classiques de l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est là qu'arrive un peu l'hypocrisie des entreprises. Lorsqu'elles voient un truc qui est publiquement mauvais, elles investissent moins. Pourtant, ces entreprises-là font souvent des choses horribles en secret. Et puis de l'autre côté, ça se moque un peu du fait que les sauveurs qui sont là pour se battre contre cet extrême, ce soit des gens qui sont complètement fous, d'où cette phrase un peu sur Greta, où leurs méthodes sont désastreuses et ils pensent aussi à leurs idées politiques avant tout, quitte à abandonner entre guillemets le reste du monde. Mais bon, c'est vrai qu'on parle moins des médias, on parle un petit peu de l'utilisation des images et tout, de la narration, avec justement Ryan qui veut devenir un soup. Ça arrive avec la critique qui est intéressante par rapport aux œuvres aujourd'hui, les œuvres qui sont manipulées pour transférer des idées. Là, on le voit avec les œuvres qui sont là pour mettre en avant l'extrême droite. Ils transfèrent avant tout une grosse idéologie via les médias, via les films, via les séries. Cette idéologie de white savior où justement les super humains sont là pour te sauver, l'idéologie a pris beaucoup le dessus justement dans les œuvres et c'est intéressant comme critique et c'est utilisé à des fins politiques de manière assez évidente ici. Mais c'est là que Firecracker est un personnage assez intéressant parce qu'il représente vraiment ce délire conspirationniste avec cette fameuse convention, mais pas que. Elle a un podcast d'extrême droite, un peu comme, je sais pas, Alex Jones ou l'autre Ben Shapiro aux States. Mais c'est là qu'elle a dit un truc que je trouve vraiment fascinant, c'est que les gens qui sont comme elle, ou pour elle en tout cas, ils ont été abandonnés. C'est pour ça qu'ils utilisent ces gens-là, c'est que maintenant, ces gens abandonnés, ils vont chercher une communauté, ils vont chercher un sens, et c'est elle qui va donner cet objectif à ces gens et ce sens à leur vie. Et ça, c'est une bonne critique sociale et politique parce que les gens qui votent extrême en général, ce sont les gens qui sont les plus abandonnés. Et du coup, c'est un échec évidemment des gouvernements et des médias et de tout. Si tu abandonnes les gens, ils vont forcément se retourner vers des extrêmes et ils seront plus facilement manipulables. Au point de devenir antisémites, comme on le voit là. Alors même si la séquence à la cérémonie est trop stylée avec la musique et tout, j'avoue, c'est de l'antisémitisme pur de ce personnage-là. Il y a des gens qui sont complètement détraqués sexuels envers elle. Il y a le moment Human Centipede que j'ai pas envie de montrer évidemment parce que je peux pas le montrer sur YouTube, mais qui m'a pas choqué. Tu vois, j'ai vu ça, je me suis dit ouais bon bah c'est The Boys quoi. C'est une femme qui nie l'Holocauste, qui pense que les vaccins rendent autiste, mais attention parce qu'il y a une bonne catégorie d'autisme comparée aux autres. Et ce qui est intéressant par rapport à elle, c'est que vu qu'elle a été harcelée et vu qu'elle n'a pas réussi dans la vie, elle s'est tournée vers des opinions radicales. Et c'est ça qui est fort dans l'œuvre, c'est que justement ces gens-là abandonnés, harcelés, vont se radicaliser. Et le but c'est d'éviter ça justement. Mais maintenant c'est trop tard, elle a été complètement perdue dans son délire depuis des années et des années. Mais c'est souvent ça, c'est les gens qui réussissent le moins, qui se radicalisent le plus, et c'est ce que la série critique. Il faut pas abandonner ces gens-là, sinon ils deviennent comme elle quoi. Et c'est là que Victoria est intéressante, c'est que bon évidemment elle veut prendre le pouvoir, mais elle sait pas pourquoi elle veut prendre le pouvoir. Tu vois, ses motivations sont un peu cachées, et il y a cette phrase qui est mise en parallèle avec le coming out. Évidemment coming out c'est lié
aux causes LGBT généralement, mais là il y a un coming out de sup. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'elle est en train de faire un coming out par rapport à un truc qu'elle veut pas faire, parce que les gens vont mal la voir, mais le fait d'être un sup, ici, surtout dans son cas à elle, est vu de manière négative, parce que les sups sont vus de manière négative, surtout au sein de ce gouvernement, entre guillemets. Mais en même temps, ça va la libérer d'être elle-même. Mais en même temps, vu ce qu'elle a fait, être elle-même, ça serait lui porter préjudice. Donc je trouve ça quand même intelligent qu'ils aient lié le coming out LGBT à un coming out qui est un peu plus discutable dans l'œuvre. Mais c'est là que tu comprends Homelander, parce que tu dis, ok, en fait, il a pas tort, tu devrais t'accepter en tant que tel, sauf qu'il y a cette connotation, par rapport à ce qu'il a dit dans cet épisode-là, et d'ailleurs dans toute la série, cette connotation de la race supérieure. Les personnes LGBT sont pas supérieures, sont égales. Là, l'idée, c'est la race supérieure. Et c'est là que ça pose un petit peu souci. D'un certain point de vue, tu dis, ok, je suis fier d'être un super-héros et tout, mais il est en train de dire quand même qu'il est fier d'être supérieur que les autres humains. Et là, ça a plu. C'est comme les suprémacistes blancs qui sont fiers d'être blancs et des choses comme ça parce qu'ils se considèrent supérieurs aux autres personnes d'autres couleurs, quoi. Et la relation avec Ryan est intéressante parce que Ryan se retrouve pas du tout. Il est un peu chagriné. Il sait pas qui il est. Il veut pas tuer des gens, mais il se voit un petit peu obligé. Il remarque que les gens ne sont pas des vrais héros au final. Et Homelander lui met la pression parce qu'il n'arrive pas à donner de l'amour à son fils. Et c'est lui, tout ce qu'il a voulu dans sa vie, c'est de l'amour. Et là, il n'arrive pas à donner ce propre amour à son propre fils. Et ça l'énerve, ça le déçoit, il a l'impression d'échouer. Incroyable personnage, encore une fois, qui tourne un petit peu en rond, tellement qu'ils ont refait le coup des miroirs qui était dans la saison 3, qui était un super moment, avec ce super cliffhanger qui va sûrement nous ramener dans le passé d'Homelander, avec sûrement des flashbacks aussi probablement. J'espère qu'ils vont pas faire une série prequel, s'il vous plaît, ne faites pas ça, mais qui va revisiter son passé, parce qu'il a sûrement été expérimenté, on va comprendre pourquoi il a pas cet amour-là, et tout ce qu'il a vécu, parce qu'il a été, je sais pas, un cobaye, un énorme cobaye d'ailleurs. Et c'est ça qui va être pertinent, et le cliffhanger marche vraiment bien. Mais là, le voir vraiment comme ça, la première scène où tu le vois, tu dis, ok, il est dans les airs, ou un truc incroyable, épique. Non, il est en train de pisser, au fait. Il est en train de pisser, la musique disparaît au fur et à mesure avec ce fondu. Il commence à avoir des cheveux blancs et il refuse d'ailleurs de les jeter parce que ça serait un peu nier ce qui se passe. Il commence à vieillir. Il a souvent le menton collé à son cou, ça lui fait genre une sorte de mini double menton. Il fait une crise de la quarantaine, il se demande pourquoi il vit, il demande c'est quoi son héritage. Il se pose des questions sur qui on lui dit qu'il a tellement de rides qu'on a dû les CGI, ces rides. Il a l'impression de quitter son prime, on va dire, physique, et ça l'énerve. Tu le vois de manière bien plus vulnérable, tu le vois bien plus souvent à poil, tu le vois dans un caleçon orange dégueulasse, et tu le vois habillé comme une personne normale, ce qui est très étrange. On est en train de l'humaniser à la fois, mais aussi de le rendre détestable, dans le sens où lui va essayer de trouver son humanité via son suprémacisme. C'est ça qui est intéressant. Vu qu'il n'arrive pas avec son enfant, maintenant ce qu'il veut faire, c'est libérer entre guillemets les super-héros et les faire dominer le monde. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et le fait que personne n'est honnête avec lui et que personne n'ose lui dire quelque chose de négatif, c'est sa faute. C'est lui qui a créé ce climat et cette ambiance où personne n'ose parler. C'est ça qui est fort, c'est que c'est tout le délire de l'extrême droite de manière générale, c'est que c'est la liberté d'expression, sauf quand ça les arrange, quoi. Et là, personne n'ose parler à Homelander parce que c'est un danger et tout le monde a peur, au point qu'il a failli violer deux de ses camarades. Il perd un peu la tête, mais en même temps, il a un petit peu grandi, c'est-à-dire qu'il refuse clairement les avances sexuelles de Firecracker, mais parce qu'il va pas bien mentalement. Et je me demande aussi vraiment si c'est pas la dernière saison qu'on a avec lui. Parce qu'on commence déjà de une à tourner en rond un petit peu, c'est vrai, mais aussi t'as l'impression qu'on arrive un peu au climax de son arc. Et je suis curieux de savoir s'ils vont vraiment réutiliser les différentes personnalités et à quel point ça va bien marcher. Mais un Homelander qui perd la tête, c'est sûrement la chose la plus dangereuse possible. Voilà, vous l'avez compris, un peu déçu par les personnages des Boys, toujours un peu satisfait de la critique sociale et politique, même si je trouve qu'elle tourne un petit peu en rond. Mais j'adore les sets, pour le coup, je trouve qu'ils sont pas mal et je pense qu'ils vont être vraiment intéressants dans cette saison. Ça commence bien, à voir si la suite de la série va être aussi bien rythmée, aussi bien foutue, et j'espère qu'elle le sera. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, un encanteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi aussi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.